Eh bien, un autre invité, c'est Pierre Perret. Ah oui, moi dès que je le vois, il me met la joie dans le cœur, c'est merveilleux. Mais je suis aussi bourré de trac, là, je suis comme toi tout à l'heure, mais moi je suis sûr que je suis bourré de talent aussi. D'ailleurs, moi je me rappellerai toujours la première fois que j'ai vu Pierre, je crois que c'était en 1958, et c'était à propos, toujours, non, pas toujours, non, c'était une autre émission qui s'appelle, même aujourd'hui elle existe, Musicorama, et j'étais dans la salle à l'Olympia, et tout d'un coup il y a le speaker qui arrive, et qui dit au public, voilà, il y a un jeune auteur, compositeur, chanteur, on ne vous dira pas son nom, pardon, si vous le trouvez bon, eh bien, applaudissez-le, faites-lui un triomphe, et puis s'il est mauvais, montrez-lui toute votre animosité. Et je vois arriver sur scène Pierre Perret avec la tête si sympathique qu'il a, et je crois qu'il a fait un triomphe, c'était la chanson Adèle, c'est ça? C'était Moi j'attends Adèle. Moi j'attends Adèle, il a dû l'abysser, et je crois qu'après, pendant 15 semaines, il a dû la chanter à l'Olympia. Voilà la première, oui, je suis venu une contact quinzaine de fois à l'Olympia. Voilà. Ce qui est fantastique, c'est que finalement, vous avez démarré presque à la même époque, vous en 56 et vous en 57. Ah, mais moi j'ai pas chanté Bambino, hein. Non, mais justement... Mais elle n'a pas chanté Adèle non plus. Non. Ce qui a été très curieux, c'est que vous avez donc démarré à peu près ensemble, et puis, vous, Pierre Perret, il vous a fallu au moins 4-5 ans avant de sortir, avant le Torboyau. Oh, moi, ça n'a pas bougé beaucoup avant 63 à peu près, l'année du Torboyau, oui. Tandis que Dali, elle avait démarré comme en 14, il y avait longtemps. Oui, justement. C'est vrai, tout de suite. Est-ce que vous pensez que vous êtes parti, vous, grâce au matraquage? Vous avez finalement été une des premières vedettes matraquées. C'est-à-dire, oui, qu'à cette époque-là, ça continue toujours, d'ailleurs, le matraquage, mais je crois que c'est à cette époque-là que cela a commencé. J'y crois et je n'y crois pas au matraquage. C'est-à-dire, je crois qu'il y a quelque chose qui existe, oui. Mais si ça n'existe pas, ça ne fait rien, parce que très souvent, on a matraqué une chanson à moi, et qui passe par à la radio, puis qui ne fait rien. Donc le matraquage, il est bon si la chanson, elle est bonne. Mais si la chanson, elle n'est pas bonne... Ça, c'est très juste. Moi, je ne crois pas tellement à ça. Je crois pas, parce que Par contre, ça peut aider, oui, ça peut aider. Je passais beaucoup, moi, à la radio, si tu te souviens, à l'époque, avec des chansons comme Si je t'envoie des fraises, Moi j'attends Adèle, etc. Ça passait très fort à la radio. Oui. Puis ça marchait pas, les gens en voulaient pas. C'est moi qui n'étais pas prêt, certainement. Non, je ne crois pas que c'est toi qui n'es pas prêt. Je crois beaucoup au moment juste. Peut-être que le moment n'était pas arrivé. Mais le moment, c'est toi qui le fais, le moment, je crois. Attention. Mais je crois que tout ça va ensemble, mais je crois beaucoup au moment exact, au moment juste. Mais quels ont été vos premiers souvenirs communs où vous vous êtes rencontrés à cette époque-là? Eh bien, après, on a fait des tournées ensemble. On a fait une tournée une fois qui a duré 1 mois et demi à peu près. Je l'ai appris un peu à découvrir les endroits où on bectait bien en tournée. Et surtout à boire du Bordeaux. Je lui ai même appris à boire du Bordeaux, depuis elle n'a pas arrêté. Ça c'est vrai, mais je crois qu'il y a quand même aujourd'hui un grand absent dans cette émission, c'est Lucien Maurice. Je crois que notre amitié entre Pierre Perret et moi, elle est née un peu avec Lucien. S'il y a un lien, c'était, enfin Lucien Maurice, c'était quelqu'un de absolument merveilleux qui a fait autant de bien à ma carrière certainement qu'à celle de Dalida, parce que il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres, mais enfin je sais moi par exemple il m'a porté dans le creux de sa main pendant 10 ans, alors qu'il y avait beaucoup d'endroits où on voulait pas beaucoup de moi, et lui a été très très fidèle, peut-être le plus de tous. Ça on peut pas l'oublier. C'est lui justement qui avait fait beaucoup programmer à la radio Moi j'attends Adèle. Oui, exactement. Alors, ce qu'on pourrait, c'est peut-être la réécouter aujourd'hui, quand même. Je vais vous dire en même temps, parce que c'est un peu, mais lui, il était un peu fan aussi de Moi j'attends Adèle, et il la connaît même mieux que moi. Ah bon, c'est lui qui va la chanter alors? Non. J'ai la partition pour souffler. Moi, il se peut que je me gourre, moi, mais c'est pas grave, parce qu'il va rebecter le coup, là. Allez, vas-y. Hein, papa. Moi j'attends Adèle pour la bagatelle. Elle sait que c'est pour ça qu'elle vient. Pas besoin de lui faire un dessin. Comble de merveille, pas besoin d'oseille. Et tous les samedis j'en ai l'exclusivité. Elle est pas farouche, et si je veux sa bouche, pas besoin de supplication, d'activer la combustion. Comble de tendresse, mêlée d'allégresse, je l'embrasse dans le cou.
je lui fais coucou. Moi j'attends Adèle pour la bagatelle. Je l'attends malgré la pluie, car je me souviens qu'elle m'a dit je change à République, c'est pas bien pratique. Je tâcherai d'être là au plus tard, vers 7h moins le quart. Mais la pauvre Adèle n'a pas de cervelle. Je viendrai mon chou, mon cœur, ou bien je t'enverrai ma sœur. Voilà de la frivole, les dernières paroles, et je commence à douter sa sincérité. Mais je suis tranquille, elle est si fragile qu'à propos de n'importe quoi, elle attrape un chaud et froid, ou bien la maligne s'est trompée de ligne. Elle aura pris le Valois au lieu des lilas. Moi j'attends Adèle ou sa sœur Angèle. Si l'une des deux ne vient pas, je retournerai chez moi. Comme il y a ma cousine qui aura peut-être sa copine, et comme elle aime bien les durs, je sais que c'est du sur. On comprend pourquoi il avait un triomphe à l'Olympia. Et vous avez vendu des disques ou pas? Ben, je crois qu'en 6 ans, à l'époque, chez Barclay, j'ai dû arriver à vendre 4545 tours. En 6 ans. Hmm. Une belle carrière. Il s'en est jamais remis, Barclay, d'ailleurs. Je le comprends, le malheureux. Dès que vous l'avez quitté, boum. Non, ça c'est le hasard. C'est le Oui, hasard. je suis parti au moment où ça commençait à marcher. Ça a été un manque de bol pour lui, puis moi, quoi. Peut-être que c'était pas plus mal que ça arrive un jour ou l'autre, finalement. Mais c'est un hasard qu'on retrouve assez fréquemment. On a l'impression que chaque fois qu'un chanteur change de maison de disque, pof, il se met à faire un succès. Non, ça c'est Oh, il y a vraiment le pas mal hasard. d'exemples. Enfin, moi, je crois pas tellement à ça. Oui, moi non plus, Je crois que c'est le pas beaucoup. sort. mais Écoute, c'est le un Tort peu Brio, c'est pas... C'est bon, c'est arrivé à ce moment-là. Puis tout le monde m'a tellement traité de cradingue et tout. Puis ça, tout le monde, je recevais des lettres d'insultes, des lettres d'encouragement. Ça a créé un peu des trucs. Alors, à l'époque, c'est ce qui a fait très bien démarrer le truc. Mais je pense pas que la nouvelle maison de disques était pour quelque chose. Ça a changé depuis maintenant, plus personne ne vous insulte. Non, à part ma femme, non, ça va. Oui. Bon, ben, vous allez nous chanter une chanson plus récente, hein, pas n'importe laquelle, La cage aux oiseaux, qui vous vaudra encore quelques lettres d'insultes. D'accord, mais j'en ai... Ça va, il y a un petit paxon déjà, Hein, ça vient, ça peut ça déjà vient. pas mal marcher. Les autres, elles sont plus difficiles. Les textes, pour passer un dimanche après-midi à la télévision, on peut pas mettre ça quand même devant tout le monde. J'ai reçu une lettre très très gentille d'une petite gamine il n'y a pas longtemps qui avait 8 ans, qui m'a dit: je m'appelle Catherine, j'ai 8 ans, j'ai suivi ton conseil, j'ai ouvert la cage des piafs, mais qu'est-ce que je l'ai senti passer. Et il faut pas le faire, hein. Enfin, pas quand vos parents sont là, toujours. Tu chantes avec moi un peu? Mais attends, dis-moi, qu'est-ce que tu vas chanter d'abord? La cage aux oiseaux. Ah bon, On va pardon. ouvrir la cage aux piafs, tu vas voir, c'est très facile, tu vois, ça va. Je sais pas. Mais Isard, il chante bien aussi, on va le faire chanter aussi. Hein, Christophe? Bon, ouf. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Un petit dé à coudre et 3 gouttes d'eau dedans. Au-dessus du perchoir, un os de sèche tout blanc. Et un petit piaf triste de vivre en prison. Ça met du soleil dans la maison. C'est ce que vous diront quelques rentiers vicelins, des vieux schnocks qui n'ont que des trous d'air dans le cigare. Une fois dans votre vie, vous qui n'êtes pas comme eux, faites un truc qui vous rendra heureux. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Si votre concierge fait cuit-cuit sur son balcon, avec ses perruches importées du Japon, ses canaris jaunes et ses bengalis, à votre tour faites leur guili-guili.
Sournoisement exclamez-vous, Dieu, quel plumage. Mes chères madames, on vous demande au 3e étage. Et les clapignoles au radeau tourné, même si on doit pas vous le pardonner. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, voilà, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Alors encore une fois avec Dali. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Ça y est, ils se sont envolés. Voilà, ils sont partis. Très bien. C'est une très jolie chanson, mais il ne faut surtout pas le faire. Non, il ne faut pas le faire. N'écoutez pas, c'est des bêtises, c'est ça. Ça, c'est des bêtises. Bon, on en arrive un peu, avec vous deux d'ailleurs, à la période yéyé. Ah. Ce qu'on a appelé la vague yéyé. Alors, est-ce que la vague yéyé a été aussi catastrophique que ça pour les vedettes? Dalida, vous avez eu un moment difficile, et Pierre, je lui ai vu passer un gala extrêmement délicat à l'Olympia, mais vous avez eu un moment très difficile, vous, en 1961. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il s'est passé d'ailleurs, il y avait un lien aussi, il y avait les yéyés, puis il y avait un lien aussi avec mon ex-mari Lucien Maurice. C'est-à-dire que j'étais avec lui pendant 6 ans, et je lui dois beaucoup parce qu'il m'a beaucoup apporté dans ma carrière. Et il s'est trouvé qu'on s'était juste quitté pendant les yéyés. Et je me suis trouvée toute seule. Finalement, je trouve que c'est là que je suis devenue un peu adulte, parce que la carrière, je l'ai prise moi-même en main. Et à ce moment-là, on m'a fait passer à l'Olympia. Et je me rappellerai toujours de cette première à l'Olympia, étant donné que le métier pensait que j'étais ingrate d'avoir laissé Lucien, parce qu'il m'avait fait beaucoup de bien. Moi, je pensais au contraire que c'était une preuve d'amour, parce que je le laissais, parce que je ne l'aimais plus. Je ne l'aimais plus, ça arrive. Mais on est restés très amis. D'ailleurs, l'amitié, c'est le mariage de l'âme, comme il dit Voltaire. Et je pense qu'entre Lucien et moi, cette phrase était tout à fait, elle a été vécue. Et pour revenir en 1961 à l'Olympia, donc il y avait dans le métier tout le monde qui disait on va assister à la mort du petit taureau, on ne va pas la faire chanter, Dalida sans Lucien n'est rien. Et tous les jours, tous les matins, je recevais un coup de téléphone à 8 h du matin qui me disait on ne fera pas chanter à l'Olympia. Et le jour de la première, il y avait toutes les radios qui étaient là et qui demandaient au public qui rentrait, il est conditionné presque, parce que du moment qu'on pose une question à quelqu'un, même si ce quelqu'un ne le pensait pas avant, il le pense. Il posait cette question, est-ce que vous êtes pour ou contre Dalida? Donc ça conditionnait déjà la salle. Et avant que je rentre sur scène, j'ai reçu une couronne de mort, mortuaire, qui avait écrit dessus à la chanson de Fend, Vive Edith Piaf. Et voilà comment je suis rentrée sur la scène de l'Olympia. Mais il faut compter aussi, je crois, avec le sentiment de culpabilité des gens, c'est-à-dire qu'à la 4e chanson, c'était une belle chanson, c'est vrai, c'était Je me sens vivre. Les gens, ils se sont tous levés, ils ont applaudi pendant 5 minutes, enfin ça a bien marché, le lendemain les critiques étaient toutes bonnes, mais je crois aussi beaucoup que les gens ils se sont sentis un peu coupables de tout ce qu'ils avaient fait, et que le triomphe qu'ils me faisaient était dû un peu à leur culpabilité et un peu à ce que j'étais aussi comme chanteuse, voilà. Oui, effectivement, ce fut une soirée difficile. Vous avez connu une soirée très difficile un soir de Musicorama des Rolling Stones. Hein. Vous deviez passer après 1h30 de spectacle, Ah, et on oui. vous a appelé. Oui, ça les Au bout de 20 Rolling Stones. minutes. Ah, c'était sympa, ça, oui. J'avoue que... Alors là, c'était la plus grande trouille de ma vie. C'était abominable. Ah non, comme impression, c'était... C'est terrible quand on a Non, en réalité, il devait passer en numéro 8. Et Et alors tous les chanteurs qui étaient devant se sont fait éjecter à une demi-chanson ou à une chanson. Ce qui fait que 20 minutes après le début du spectacle, c'était déjà lui d'être en scène. Il est rentré blafard. Et le public des Rolling Stones, qui était le public le plus difficile de l'époque, lui a fait un triomphe ce soir-là. Bon, ça, c'était pour montrer Ah, mais que... quand même, l'époque yéyé, c'était Oui. pas mal pour nous, quand même. Non, mais c'est finalement. justement pour Ben non, montrer ça, que c'est vous pas avez... si mal. Et
il était difficile, mais il nous a appris quelque chose. C'est bien le combat, c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Voilà, alors vous avez eu du mal dans cette époque yéyé, mais vous l'avez traversée. Et je reprends là, j'ai un peu feuilleté vos hit parades Dalida, et je reprends un hit parade de 61, puisque le yéyé a commencé quand même en 61. Oui. Et un hit parade qui donne les classements avec en 1 les fiancés d'Auvergne, en 2 Edith Piaf, ensuite John Williams, Dalida, les compagnons de la chanson, Johnny Hallyday, Jean-Paul Mauric, etc. En 62, un autre classement dans France Soir. En 1, Pierre Perrin avec Le Clair de Lune à Maubeuge. En 2, Johnny Hallyday, mais avec une chanson d'Aznavour, Retiens la nuit. Les Roses Blanches de Corfou, de Nana Mouskouri. Le Mexicain des Compagnons et de Marcel Amont, etc. Et ensuite Esperanza. Et je reviens j'arrive en 63, où c'est J'entends siffler le train. Ensuite Chariot, de Petula Clark. Dalida, Le jour le plus long. Charles Aznavour. 2, Johnny Hallyday, un François Hardy et un Chaussette Noire. Là, il y a un petit bloc. Mais ensuite, c'est Escudero, Nougaro, Sarapo, Piaf, Distel, etc. Donc, il y a eu une période yéyé, mais est-ce qu'elle a vraiment eu l'importance qu'on a voulu lui donner? Est-ce qu'elle a vraiment bouleversé complètement le métier? Est-ce qu'elle a tué des vedettes? C'est-à-dire, je crois que on ne tue personne si c'est quelqu'un ne veut pas être tué, je crois. Je crois que simplement, si les gens n'ont pas résisté, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas résister. Et puis ceux qui ont résisté, c'est parce qu'ils ont pu résister. Ah, qui pouvaient pas, mais qui voulaient pas, il y en a beaucoup qui sont passés dans les oubliettes, qui voulaient pas, hein. Oh, oui. Ouf, non, 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 alors là, on peut... Je crois que si quelqu'un veut, il peut toujours. Alors là, je suis catégorique, je suis désolée. Mais je crois qu'il y a un monsieur qui est là, et qu'il pourrait nous expliquer cette époque, et peut-être donner son avis mieux que nous. Oui, justement, André Asseo, vous êtes dans une maison de disques très importante, qui n'est pas celle de Dalida, ni de Pierre Perret. Et justement, ce qu'on voulait vous demander un peu à vous, c'était si tout d'un coup on a eu l'impression que le disque était transformé, que les maisons de disques lançaient des gens, les installaient, faisaient un peu ce qu'elles voulaient avec le marché, et que la chanson traditionnelle, la bonne chanson, n'avait plus rien à dire, que c'était les patrons de disques qui vendaient du disque pour toucher un public tout de suite, en se fichant complètement de la valeur des chansons. Je crois que tout ça, c'est de la littérature. Le hit parade, les différents hit parades que vous venez de lire en sont le témoin, beaucoup plus que n'importe quelle parole. C'est-à-dire que Dalida a toujours existé, que les compagnons de la chanson étaient là, que Aznavour se portait très bien, que Beko était à travers tous les hit parades, et que, en fait, la période dite yéyé est une période qui a été un petit peu exagérée par la presse, parce que, tout d'un coup, il y avait une certaine, disons, un nouveau style de chanson qui naissait. Comme maintenant, il y a la musique pop, ce qui n'empêche absolument pas de vivre, ceux qui vivent de la chanson et qui sont les défenseurs de la chanson française. Je crois qu'il n'y a absolument rien de changé depuis 1960 dans le style et dans l'aventure du disque et de la chanson. Mais il se trouve que vous avez devant vous 2 chanteurs, Dalida et Pierre Perret, qui ont tous les 2 quitté une grande maison de disques pour s'installer comme producteurs indépendants. Alors, pourquoi Dalida d'abord? Est-ce que vous avez quitté votre maison de disques? Oh, je n'ai rien à reprocher à ma maison de disques. Je suis restée chez Barclay pendant 14 ans. Mais il est arrivé à un moment que je me suis rendu compte que je faisais tout dans cette maison. C'est-à-dire c'était moi qui choisissais les chansons, c'était moi qui allais voir le chef d'orchestre pour l'enregistrement, c'était moi qui allais au studio, c'était moi qui faisais le mixage, c'était moi qui allais au pressage, c'était moi qui faisais la pochette. À la fin, je me suis dit, mais alors c'est pourquoi moi je dois faire tout? C'est l'autre qui gagne et pas moi. Alors je me suis mis à être productrice libre. Même motif, Pierre Perret? Alors moi, c'était le contraire, moi. Moi, je faisais rien du tout, il faisait tout pour moi, il faisait un travail faramineux, de sorte qu'un jour, j'ai fait le point, et je me suis dit, mais tu mérites pas tout l'argent que tu gagnes? Alors j'ai dit, écoutez, reposez-vous un peu, il faut que je me mette au charbon. C'était pas la même maison, vous voyez, c'était pas la même maison. Alors depuis, je me suis mis à travailler, moi, maintenant, et puis je leur ai donné le congé qu'il fallait, parce que les pauvres, ils étaient crevés. Bon, donc c'est... André Asseo, à votre avis, est-ce qu'une maison de disques, alors ça sert à quelque chose?
Ah, ben, alors si vous me posez cette question, je demanderai à Dalida, pendant 14 ans, tout de même, la maison a servi à quelque chose, à Pierre Perret également. Enfin, Oui, mais vous ça passe savez, très bien maintenant. Peut-être qu'ils ne savaient Oui, pas bien avant que ça ne sûr. servait à rien. Mais une maison de disques sert à énormément de choses. S'il n'y avait pas de maison de disques, il n'y aurait que très peu de chanteurs nouveaux et très peu d'auteurs-compositeurs sur lesquels les maisons investissent et perdent beaucoup plus souvent de l'argent qu'elles n'en